démographique, elle est plus liée aujourd'hui au solde naturel qu'au solde migratoire. Donc ça, c'est très important dans la définition du projet et de l'avenir de notre territoire. Et on n'est plus dans cette période dans laquelle on faisait venir à tout prix, même à coup de publicité, des populations venues d'ailleurs. Pourquoi un territoire est attractif? Parce qu'on sait qu'on va y vivre bien. Donc nous, notre rôle, c'est d'assurer qu'on y vive bien encore dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et c'est ça le préalable à tout marché de l'immobilier encore attractif. Donc aujourd'hui, en admettant ces 3 points et en ayant toujours pour fil rouge, fil conducteur et arrière-plan le développement économique, on a vraiment la possibilité de se placer en territoire de référence en matière d'aménagement durable. Et je crois que ce que tout le monde a besoin, c'est d'avoir vraiment une vision globale de la ville. Et on se rend compte qu'on fait des projets d'urbanisme sur une ZAC, mais sur la ville elle-même existante et tous les quartiers, notamment les quartiers pavillonnaires, il n'y a pas eu une réflexion d'urbanisme. Et je pense que ça, ce qui va changer, c'est cette approche globale et d'avoir non pas un règlement qui parle de tout ça, mais une approche urbaine et surtout avec un travail sur l'espace collectif qui va au-delà de l'espace autoroutier aujourd'hui. On dit que le Languedoc-Roussillon plus le Midi-Pyrénées, c'est de loin le premier moteur de la relance par le logement en France, de très très loin. Hein, c'est presque plus 100% de vente au premier semestre par rapport à l'année dernière. Le logement est un produit de première nécessité. Je crois d'avoir un toit au-dessus de sa tête, je crois que si c'est pas ça un produit de première nécessité, comment ça se fait qu'il est autant taxé? En même temps, la notion de bâtiment évolutif nous intéresse, et cette notion de bâtiment évolutif, elle peut être dangereuse, parce que que ce soit un bâtiment ou un logement, si on le donne à l'utilisateur un état pas tout à fait fini, il ne faut pas que demain ce soit de la main-d'œuvre noire qui vienne de finir le week-end. Donc là-dessus c'est très dangereux, il faut que nous soyons vigilants. Donc quand nous voyons arriver des organisations basées sur les détachements de main-d'œuvre, on va dire illicites, et à partir de là, pour nous, c'est très très dangereux que ces bâtiments dits abordables ne soient pas abordables à nos entreprises, ne soient pas surtout abordables à nos personnels qui sont formés, qui ont le savoir-faire, mais qui eux sont taxés parce que nous déclarons nos salariés, nous le déclarons normalement, et il ne faudrait pas que nous arrivions à un certain moment à être trop chers. Donc vous comprenez que le challenge pour nous il est double, il est technique bien évidemment, mais je le répète, il est social, parce qu'il faut faire en sorte que ce marché ne se fasse pas sans nous les entreprises, patenter les entreprises qui payons nos charges, les entreprises de la Fédération de bâtiments. La feuille de route, elle était très claire. Nous traitons et nous portons attention au centre-ville, et notamment à nos ZAC du centre-ville, tout autant qu'aux quartiers périphériques, tout autant qu'aux quartiers commerciaux et mixtes tels que Aude. Donc ce qui est important, c'est ce regard équilibré. Les grands axes du projet urbain se basent sur certains constats. Le premier, c'est que nous avons une croissance démographique qui est très importante, qui reste très importante et qui, c'est assez récent, est plus liée au solde naturel qu'au solde migratoire ces dernières années. Le deuxième point, c'est notre biodiversité remarquable qui est pour beaucoup dans notre qualité de vie, et je crois que nous sommes attractifs parce qu'on vit bien à Montpellier. Nous sommes reconnus pour notre qualité de vie. Et enfin, le troisième point, c'est la vulnérabilité de notre territoire en ce qui concerne la question des changements climatiques. Il faut cesser d'opposer l'urbanisme et l'environnement et bien considérer que répondre aux grands enjeux démographiques, c'est tout aussi important que répondre aux enjeux environnementaux. La feuille de route que m'a donnée le président Sorel est de préserver 2/3 d'espace naturel sur la métropole, espace naturel et agricole, et donc de concentrer sur seulement 1/3 du territoire les constructions qui nous sont nécessaires à la fois à notre développement économique et à notre croissance démographique. Nous avons un objectif de production de 5000 logements par an sur la métropole, dont 2500 sur la ville-centre, qui découlent directement des besoins démographiques identifiés et qui sont notés dans le PLH, le plan local de l'habitat, qui régit aujourd'hui la production. Alors cette production, qui est assez importante, nous la gérons pour 50% dans les ZAC SERM et SAM, donc gérés par la collectivité, et pour 50% dans ce qu'on appelle le diffus, c'est-à-dire la ville existante. Aujourd'hui, l'investisseur locatif est considéré par l'État
comme une vraie relance de l'économie. La région Midi-Pyrénées, associée à la région Languedoc-Roussillon, devient le premier moteur de la reprise économique due à son attractivité. Et on espère que, par la création de cette grande région, on va additionner à la fois le pôle industriel de Toulouse économique avec le pôle d'attractivité de Montpellier. Du foncier, il y en a partout, il suffit de sortir à 5 km de Montpellier pour voir qu'on a beaucoup de champs, etc. Il faut sortir du foncier constructible maintenant, ce n'est pas dans 10 ans, c'est maintenant. Et donc il faut que tous les éléments, la préfecture, les collectivités locales, nous aident à donner des autorisations rapides. On a eu une politique de dette zéro sous les années Baudis. Donc dette zéro, il n'y avait pas de volonté politique de pouvoir acquérir le terrain, d'aménager le territoire, mais plutôt de laisser la partie privée. Au contraire, Georges Frêche a une politique très volontariste de maîtriser le territoire et de pouvoir organiser ce territoire. Et les conséquences ont fait que Montpellier a beaucoup plus vite progressé en notoriété par rapport à la réalisation qu'ils ont pu sortir de terre que celles qui ont pu suivre à Toulouse. Le président de la Fédération des promoteurs, je crois qu'il y a aussi la gestion du logement aujourd'hui. La famille a évolué. On se rend compte qu'il y a des familles monoparentales qui reçoivent leurs enfants une semaine sur deux, voire un week-end sur deux. La chambre peut être partagée par d'autres familles, donc ça veut dire que le gestionnaire peut avoir à gérer une chambre en plus de tous les appartements, d'avoir des salles qui servent pour les réunions de famille ponctuellement et qui pourraient être aussi gérées comme dans l'hôtellerie. Et je pense que ce mode d'évolution de la gestion d'un immeuble locatif a autant d'influence que des recherches sur l'économie de la construction, l'optimisation, etc., qui a été fait depuis très longtemps. Je crois que c'est plus dans la gestion du parc immobilier qu'il y a des choses à envisager et du partage de certains moyens. Je suis toujours, dans ce genre de débat, je suis toujours celui qui est le plus pessimiste, mais je suis obligé, c'est mon devoir, de relater la réalité du terrain. Donc pour répondre concrètement à votre question, non, nous ne sentons pas encore les effets. C'est relativement normal parce qu'il faut plusieurs mois, voire plus d'un an quelquefois, pour que les effets se fassent sentir. Mais comme nous sommes dans la totale urgence, nous trouvons les jours et les mois trop longs à vivre aujourd'hui. Nous avons participé à plusieurs réunions de travail avec la métropole et aussi avec la FPI pour faire en sorte qu'on puisse participer au bâtiment du futur, ce qu'aujourd'hui on appelle le logement abordable dans le grand cadre du bâtiment du futur. Ce logement abordable, comment y réfléchir en amont pour faire en sorte qu'il soit intelligent, rationnel, qu'il soit abordable bien évidemment, et c'est l'intérêt de tous, à l'acheteur futur, mais en même temps qu'il soit, et c'est essentiel pour nous cet aspect social, qu'il soit abordable à nos entreprises, à notre main-d'œuvre locale. Nous avons ici la chance d'avoir un grand savoir-faire sur notre territoire. Il faut que ce savoir-faire puisse s'exercer. Il faut donc que nos entreprises puissent l'exercer avec leurs propres salariés. Or, nous avons très peur que si on parlait de reprise en tout cas, ou cette évolution dans la mutation, qu'elle se fasse sans nous, et si elle se faisait sans les entreprises locales et sans la main-d'œuvre locale, ça serait une vraie catastrophe économique parce que nous perdons des emplois tous les jours et il n'est pas question que nous continuions à en perdre. Alors, A+ va fusionner avec un cabinet toulousain, d'abord pour des raisons d'amitié, puisque Christophe Bailly, avec qui nous allons fusionner, est un copain de longue date. On travaille extrêmement bien ensemble. L'amitié en plus, ça fait que, évidemment, avoir un cinquième associé, pour nous, c'est une opportunité formidable. D'abord, il y a une extension géographique, il y a une extension de savoir-faire. On a une grosse agence, beaucoup trop grosse pour une agence de province. Enfin, en tout cas, on s'en est rendu compte dans le classement que fait chaque année la revue DA. Et ça fait très longtemps que nous, on est sur des marchés lointains, on travaille, enfin moi je dis toujours qu'on est une agence qui travaille à l'export, hein. On travaille à l'export par rapport à la région Languedoc-Roussillon. On travaille